donc n'hésitez pas à vous asseoir. Au moins 1h30. Vraiment, profitez-en. Hein. Ce serait dommage. Ce serait dommage que des chaises restent vides, que des afflux de sang restent coincés dans vos jambes. Enfin bon, tout ça quoi. N'hésitez pas. On est très heureux de vous recevoir ce soir. Il reste encore quelques chaises devant. Les plus téméraires peuvent s'approcher. Monsieur le maire, cher Laurent Hénard, merci de nous accueillir dans cette MJC de la ville de Nancy. Madame la vice-présidente qui représente le président Jean Rotner, Valérie Debord, qui devra arriver dans quelques instants, qui était au vœu de Heilcourt et qui arrive dans quelques instants. Madame la conseillère départementale représentant le président Mathieu Klein, Véronique Billot. Mesdames et messieurs les maires, nous avons ici Laurence Vizère, Christophe Chosereau, merci à eux de prendre aussi le temps de venir entre tous ces vœux métropolitains qui se succèdent. Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je salue Emmanuelle Evrard-Peureux, donc adjointe au maire de Nancy, Elisabeth Laitier, adjointe au maire de Nancy, Sophie Mailleux, adjointe au maire de Nancy, Anne-Sophie Maire, également adjointe au maire à Nancy, et Philippe Durst, conseiller municipal de Nancy et bien d'autres d'ailleurs responsabilités, Stéphane Guillain, conseiller municipal de Séchamps, Pierre Cantu, adjoint au maire de Laxou, merci à eux vraiment pour la disponibilité. Je sais que c'est un marathon à cette période. Madame la vice-présidente de la métropole, Valérie Jurin, monsieur le commandant de la base de défense, cher colonel Ronstein, Madame la vice-bâtonnière représentant le barreau de Nancy, qui a fait l'effort de courir entre la passation de témoins entre les deux bâtonniers, donc maître Frédéric Morel, merci à elle d'avoir fait la course. Puis j'en profite quand même pour saluer les anciens bâtonniers. Bertrand Gaz, qui est quelque part dans la salle, je l'ai vu, il est là. Puis je peux profiter pour saluer mon suppléant, Philippe Guimard, hein, voilà, on peut se mettre dans cette catégorie également. Mesdames et messieurs les directeurs, alors des directeurs d'administration, j'ai envie de dire diverses, hein, mais Hanouna Bouléali, Sabine Bagnaz, Monsieur Palaise, Madame Osberry, vraiment Anne Beignet, vraiment des partenaires avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à travailler et à faire avancer les projets, donc vraiment merci à eux d'avoir pris du temps dans leur agenda ce soir. Mesdames et messieurs les représentants d'associations, et là il y en a beaucoup, et ça me fait très très plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Marilyn Lemaire, Stéphane Voinson, Martial Munier, Christian Rateau, Shirley Thierry, Christine Hubert, Monsieur Jean Bois, Béatrice Cuif. Alors pareil Béatrice, tu cumules tellement de fonctions, mais je t'ai mis dans cette catégorie parce que tu fais bouger Nancy et je pensais tout particulièrement à Direction Nancy en te mettant dans cette catégorie. Donc merci d'être présente. Jacques Célérier, Brigitte Casucci, Jean-Marie Hotelet, Monsieur Valentin, merci vraiment d'être là. Tito, je t'ai vu quelque part, voilà, merci aussi de ta présence. Jean-Claude Cadour, à qui je peux faire un remerciement tout particulier parce que où est-ce que tu es, Jean-Claude? Tu t'es libéré, tu es debout en plus. Regarde, il y a une chaise là. Tu veux pas t'asseoir? Voilà, Jean-Claude, on comprendrait que tu files à l'anglaise puisque c'est ton anniversaire ce soir et donc très joyeux anniversaire et je pense qu'on peut t'applaudir. Merci d'être là. Mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, Julien Destribats, Bruno Ménière, François Merle qu'on a accueilli récemment à la Directe avec lequel on va porter un certain nombre de sujets, notamment les questions d'égalité femmes-hommes. Mesdames et messieurs les représentants des acteurs économiques, Emmanuel Chappé, Valérie Creusot-Rivière, Jackie Dalago, Thierry et Marie-Jo Davanzo. Je ne les présente plus, hein, toutes ces personnes, parce que tout le monde les connaît, mais vraiment ça me fait très plaisir qu'ils soient là. Xavier Mandel, Monsieur Puzo, Jérôme, et là je prends un temps de respiration, Vera Elstrab, Michael Zenèvre, merci vraiment à vous tous d'être là. Mesdames et messieurs, vos grades et qualités, je pense à Bertrand Mazur, directeur technique à la métropole, à Isabelle Ricci, qui représente l'office métropolitain de Nancy, et Frédéric Richard, qui effectivement ne pouvait pas se rendre disponible lui aussi, retenu sur d'autres vœux, donc merci à toi de le représenter, de représenter cette institution. Marie-Odile et Jean-Pierre Simoneau, Philippe Touran, directeur de la clinique Pasteur, Vincent Drouville, responsable d'exploitation agricole,
école, Jean-Marie Ascoé, correspondant de l'Académie nationale de médecine. J'ai vu Anne Pellissier également tout à l'heure, merci à toi d'être présente. Jean-Pierre Mangel du CRIL 54, vice-président. Chers amis, j'ai envie de dire, parce que vraiment, nous avons tout au long de l'année et tout au long de ce début de mandat eu beaucoup de plaisir à partager un certain nombre de projets, de sujets. Et c'est pour moi vraiment très important de vous avoir avec nous ce soir pour un temps, j'ai envie de dire, annuel, ritualisé, mais toujours aussi empreint d'émotion. On en parlait tout à l'heure en venant. C'est vrai que ce n'est pas anodin pour nous de vous réunir ici ce soir, vous, élus, représentants d'organismes publics, représentants associatifs, militants politiques, citoyens, chacun dans vos domaines d'activité, dans vos engagements, vous représentez ce qui a motivé mon envie de faire de la politique, c'est unir des volontés pour changer une société, agir, progresser ensemble pour l'avenir, ne pas se résigner. Je me suis engagée sur des valeurs que je partage avec le président de la République et auxquelles je crois profondément. Nous sommes restés fidèles depuis le début du mandat. L'année qui vient de s'écouler marque un tournant fort dans l'histoire politique de notre pays, en particulier dans la relation que les Français souhaitent entretenir avec leurs élus. Nous l'avons, je l'espère, tous entendu. Les Français réclament davantage de dialogue, de concertation, de lien social. La méthodologie des réformes que nous avons portées cette année a répondu à cette attente et chacun des textes que nous avons étudiés à l'Assemblée nationale a été discuté avec les citoyens ou les acteurs concernés. Je pense par exemple à la loi d'orientation des mobilités, pour la préparation de laquelle j'ai moi-même organisé des consultations, des réunions de travail avec des acteurs locaux, associatifs, citoyens. Cette loi qui encourage des mobilités actives, partagées, permet que soient proposées partout des alternatives à l'usage individuel de la voiture, accélère le développement des nouvelles solutions de mobilité, vise à financer des grands travaux territoriaux dont nous avons effectivement dans le Grand Est bien besoin et vise à répondre aux enjeux ambitieux que la France s'est fixés dans le cadre de l'accord de Paris et du plan climat. Je pense également à la réforme de la justice, mais aussi à la mise en place de la stratégie de la protection de l'enfance, à la Convention citoyenne sur le climat et aux consultations et débats citoyens organisés pour préparer la réforme des retraites. J'ai la conviction que nous empruntons la bonne voie, non seulement parce que c'est celle de la bonne méthode, mais c'est aussi celle des réformes justes pour pouvoir préparer l'avenir, l'avenir effectivement du court terme, mais également l'avenir du moyen-long terme. Ce sont des réformes que je crois profondément justes et courageuses, qui entretiennent, désolé, hein, c'est mon fils dans un coin de la salle, je ne peux pas le maîtriser, voilà, il se peut que ça dégénère au fur et à mesure. Voilà, des réformes justes, en tout cas courageuses, qui entreprennent des changements auxquels d'autres avaient renoncé ou qu'ils avaient repoussés. Et je crois que s'il n'est pas simple de réformer l'école, le statut de la fonction publique, de repenser notre système de santé ou notre système judiciaire, ce n'est pas simple, mais c'est nécessaire et nous n'avons pas baissé les bras. Lorsqu'en tant que parlementaire, je vote une loi qui prévoit l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans, une obligation de formation jusqu'à 18 ans, la création d'un grand service de l'école inclusive favorisant la scolarisation des enfants handicapés et une meilleure formation des enseignants, j'ai la conviction que je vote une loi juste. J'ai même la même conviction lorsque j'apporte ma voix au texte qui vise à améliorer le quotidien des Français, concernant l'augmentation du pouvoir d'achat, l'indemnisation du proche aidant, les pensions alimentaires assurées par les caisses d'allocation familiale, les plans de soutien aux EHPAD, l'octroi de 500 millions d'euros pour la réforme de la dépendance, le transport ou l'hébergement pris en charge pour les futures mères éloignées des maternités. Les politiques que nous menons visent à cela, être au service des plus faibles, réduire les inégalités, libérer le travail et construire une société plus juste dans le respect des hommes et des femmes ainsi que de leur environnement. Sur ce dernier plan, nous avons également pris des engagements importants au travers notamment de la loi énergie-climat, qui est une étape majeure pour lutter contre le changement climatique, puisqu'elle s'inscrit dans notre corpus juridique. Elle inscrit dans le corpus juridique l'objectif d'une neutralité carbone, la diminution de 40% de la consommation d'énergie fossile d'ici 2030. Elle simplifie également les procédures administratives pour les projets d'énergie renouvelable.
l'interdiction progressive du plastique, les mesures progressives d'interdiction des biocides contenues dans la loi Egalim, l'interdiction de l'élimination des invendus non alimentaires et la gestion plus efficace des déchets prévue par la loi sur l'économie circulaire sont des exemples de mesures fortes que nous portons avec conviction en faveur de l'accélération du changement des modèles de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. C'est ainsi que j'envisage mon mandat de parlementaire. Des choix, les assumer avec responsabilité, écoute et dialogue. Je m'y attache chaque jour dans le cadre de mes travaux parlementaires à l'Assemblée nationale, mais aussi dans ma circonscription, avec la volonté toujours présente d'agir concrètement. Afin de nourrir ces réflexions, j'ai rendu cette année 2 rapports parlementaires. Un rapport d'information sur le socle européen des droits sociaux, qui vise à dresser un état des lieux et donner une position parlementaire française sur les enjeux sociaux en Europe. Parce qu'être élu, c'est bien sûr de répondre aux enjeux concrets d'aujourd'hui. Mais c'est, je le crois vraiment profondément, aussi d'orienter le projet de société dans lequel nous voulons nous inscrire. Et c'est ça ma conviction. Ce rapport, il émet 40 propositions vers une Europe plus juste, plus inclusive, qui concerne notamment la lutte contre le dumping social par la contribution des travailleurs détachés sur les charges sociales du pays d'accueil, des accords bilatéraux concernant les logements pour les apprentis et étudiants, et notamment pour les apprentis et étudiants qui vont jusqu'à Bac+2, c'est-à-dire pas forcément ceux qui sont en maîtrise, enfin ex-maîtrise, Master 1, Master 2, mais aussi ces étudiants qui sont sur des formations plus courtes, pour pouvoir aussi porter une mise en place de fonds européens dédiés à Erasmus Apprentissage, mais aussi aller vers des politiques partagées pour progresser sur l'inclusion des personnes handicapées, de l'école jusqu'à l'emploi, dans la mesure du possible. Des mesures de soutien sur la place des organisations syndicales, auxquelles je crois profondément, et notamment leur place au niveau européen, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur des propositions aussi permettant de lancer une large consultation sur les nouvelles formes de travail, et notamment les travailleurs de plateforme. Ce rapport a fait l'objet d'une proposition de résolution européenne, et je me permets de le dire parce que j'en suis relativement fière. Il a fait l'objet d'une résolution européenne qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, par la Commission des affaires sociales. Je crois profondément en l'Europe, qui est au cœur même de mon engagement politique, et je crois profondément en l'Europe sociale, que nous devons continuer à construire, et qui permettra à chacun de se sentir encore plus citoyen européen. J'ai également rendu un rapport sur les fraudes aux prestations sociales, suite à une mission gouvernementale qui m'a été confiée par Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe, conjointement avec Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Économie, de l'Action et des Comptes publics. Ce rapport émanant de cette mission, qui a été intitulé « Lutter contre les fraudes aux prestations sociales, un levier de justice sociale pour une juste prestation », a été rendu au Premier ministre le 5 novembre dernier, et je l'ai présenté en Commission des Affaires sociales cette semaine. Cette étude démontre que la multiplication des prestations, leurs différentes conditions d'attribution et modalités d'octroi, la dématérialisation de la relation, ainsi que la complexité du système peuvent concourir à faciliter des fraudes, mais aussi à nuire aux populations les plus précaires et être source d'erreurs de bonne foi ou de non-recours au droit. Elle démontre également que la prévention reste le meilleur levier de lutte contre ces phénomènes et qu'il convient d'améliorer notre système actuel de traitement des données afin de permettre d'assurer un juste équilibre entre la lutte contre les fraudes, mais également l'efficacité du versement des prestations sociales à l'ensemble des bénéficiaires, ainsi que la prévention de l'erreur de bonne foi. La simplification du recueil et du traitement des données assurerait de ce fait un meilleur service aux usagers. À la suite de ce rapport, j'ai déposé 4 amendements, j'ai déposé plusieurs amendements, mais 4 ont été adoptés par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020, et qui visait notamment à permettre aux agences régionales de santé de participer aux comités départementaux de lutte contre les fraudes. En effet, la participation des agences régionales de santé a du sens
dans le sens où elles peuvent appuyer une lutte contre les fraudes, notamment sur les questions relatives à la maladie ou sur les questions de logement insalubre. On a également cherché à faciliter justement l'échange d'informations entre les organismes de protection sociale et les administrations de l'État, avec un amendement qui permet de partager un ensemble d'informations plus large. J'ai également déposé un amendement visant à confier un audit à une autorité indépendante sur les modalités de gestion et d'utilisation de ce qu'on appelle le registre national commun de la protection sociale. Il vise en fait là à fiabiliser les données des organismes de protection sociale et à avoir des données plus justes qui nous permettent ensuite d'en extraire des requêtes, des pistes de lutte contre le non-recours au droit ou la limitation d'erreurs de bonne foi ou encore de la lutte contre les fraudes. Enfin, on a prévu un amendement qui prévoit explicitement un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne des organismes nationaux de sécurité sociale. Et là, on parle plutôt des objectifs en matière de lutte contre les fraudes que nous souhaitons voir plus précis, plus forts pour les partenaires organismes de protection sociale et nous avons effectivement demandé à ce qu'ils rendent compte de ce plan de contrôle devant l'Assemblée nationale. Tous ces amendements ont été soutenus par le groupe majoritaire La République En Marche, ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Je poursuis néanmoins le travail qui a été engagé avec les ministères concernés pour que les préconisations que j'ai formulées dans ce rapport puissent avoir une application concrète rapidement, car d'autres mesures restent à prendre. En effet, l'application concrète et l'articulation cohérente de mes actions de terrain avec mon mandat de député sont au cœur de mon engagement. C'est pourquoi j'ai aussi fait le choix cette année de m'investir dans des projets locaux avec des impacts sur le territoire qui sont des déclinaisons, et je tiens à insister là-dessus, des déclinaisons locales des politiques que nous menons. L'inclusion des personnes handicapées est une des priorités du gouvernement et un engagement de réforme auquel je suis particulièrement attachée. Je suis coprésidente du groupe d'études autisme à l'Assemblée. J'ai mené plusieurs actions visant à mettre en place concrètement la stratégie autisme portée par la ministre Sophie Cluzel. Et c'est pourquoi, en accord avec le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ainsi que la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, je suis à l'initiative et pilote un projet d'expérimentation sur le statut des AESH, accompagnement des élèves en situation de handicap. Cette expérimentation, elle est extrêmement importante, à mon sens, mais je crois qu'on partagera cette visée. Elle vise en fait à unifier finalement des moyens, de coordonner et d'améliorer les conditions de travail des personnels accompagnant les personnes handicapées. Elle permet en fait de mutualiser le temps de travail des AESH entre plusieurs employeurs, ce qui permet d'augmenter leur temps de travail et qui permet donc pour les assistants de vie scolaire d'avoir un temps de travail augmenté, d'avoir aussi un plan de formation de meilleure qualité. Et je remercie vraiment les partenaires avec lesquels nous le faisons, puisque Vivre avec l'autisme travaille avec nous, Jean-Marie Autelet est présent, JB Thierry également, Isabelle Hubert est présente. La ville de Nancy a effectivement accompagné véritablement ce dispositif, donc merci à toi Laurent. On a vraiment voulu, et on l'a fait également sur des territoires plus ruraux, notamment sur la communauté de communes de Sailly-Grand-Couronné. C'est pour nous extrêmement important de travailler sur le statut des AESH et de rendre attractif ce métier-là, parce que c'est un vrai métier. Et c'est aussi la possibilité d'offrir à ces enfants la possibilité de venir en dehors du temps scolaire, dans le milieu collectif, que ce soit à la cantine, que ce soit sur le périscolaire après l'école, que ce soit le mercredi après-midi, ce qui se fait pas mal sur Nancy, durant les vacances scolaires. Tous ces temps de sociabilisation qui sont évidemment extrêmement importants pour chacun, pour le développement, et il est évidemment important pour nous tous de permettre l'inclusion de chacun. J'ai également soutenu l'opération Duodé, qui permet à des personnes handicapées de découvrir un métier, de créer des liens avec des employeurs potentiels, d'échanger avec le plus grand nombre sur les enjeux d'inclusion. Cette année, j'ai accompagné 16 lieux en Meurthe-et-Moselle. C'était une grande aventure humaine et je tiens à nouveau à remercier très très fort l'équipe qui est la mienne, qui a ardemment travaillé sur ce projet et qui a fait qu'on a, je crois, eu une vraie belle réussite et surtout voilà, de beaucoup de vraies révélations et de vrais moments d'humanité. C'est ainsi que j'envisage ma mission depuis 3 ans maintenant.
Et c'est ainsi que je prends l'engagement de la poursuivre en soutenant les politiques de transformation que nous avons entreprises, aussi celles à venir, en veillant à les décliner localement, en maintenant le dialogue que j'ai instauré avec mes concitoyens et les représentants de ce qu'il est désormais coutume d'appeler les corps intermédiaires. Chaque année, j'organise des rencontres que j'organise sur chacune des communes de la circonscription. Ce sera toujours pour moi le moyen d'aller à la rencontre des habitants du territoire, d'entendre leur voix, d'écouter leurs critiques et d'orienter mes choix. Les organisations syndicales, les représentants des professions le savent, ma porte leur est toujours ouverte. Je crois profondément aux vertus du dialogue social et je rencontre les organisations syndicales et patronales à chacune de leurs demandes ou à mon initiative. J'ai ainsi organisé à mon initiative cette année plusieurs réunions intersyndicales sur le thème des retraites, sur le thème des retraités, pas exactement la même chose, ou sur le thème des EHPAD. Et ces rencontres se poursuivront évidemment cette année encore. Les élus et les représentants des associations sont aussi mes interlocuteurs privilégiés et j'ai la conviction que nous parvenons ensemble, mais aussi souvent de façon tout à fait transpartisane, à soutenir des projets majeurs pour notre territoire. Je souhaite à cette occasion, puisque je n'ai pas de devoir de réserve particulier, souhaiter à tous les candidats, déjà maires ou souhaitant l'être, de vivre une belle campagne municipale, évidemment respectueuse de nos valeurs démocratiques. Et je leur témoigne surtout, vraiment, toute ma reconnaissance pour cet engagement dans l'intérêt collectif. C'est vraiment un engagement quotidien, un engagement extrêmement puissant et je crois qu'il n'est pas toujours perçu à la hauteur de ce qu'il engage pour l'intéresser. Voilà, dans le cadre de ce travail commun avec les collectivités et les associations, je pense notamment aux dossiers soutenus dans le cadre de la commission de dotation d'équipements aux territoires ruraux, mais également aux projets portés par des associations dans le domaine du handicap notamment, ou dans la transformation en cours au niveau du CHU, sujet sur lequel j'ai régulièrement interpellé et rencontré et questionné la ministre de la Santé sur les moyens que le gouvernement va mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, le parcours patient, la maîtrise des coûts, mais aussi la pertinence des investissements. Et je sais que nous travaillons avec les acteurs locaux, métropolitains, très ardemment ensemble sur le sujet, de manière tout à fait constante. Nous formons, j'en suis convaincue, tous des maillons d'une chaîne unique. Je prends véritablement la part de mes responsabilités, et je le revendique devant vous, et je veux vous assurer que c'est avec la même conviction, avec le même enthousiasme et la même volonté que j'envisage l'année 2020 et les réformes importantes à venir, notamment celle des retraites et de la dépendance. C'est le vœu que je porte pour cette nouvelle année, que nous puissions continuer à dialoguer, à agir ensemble au service d'une société plus juste, plus solidaire et plus inclusive, tournée vers l'avenir et dans l'intérêt collectif. À titre plus personnel, je vous souhaite à toutes et à tous des moments heureux, des amitiés sincères, une santé solide et beaucoup de réussite dans les projets qui vous importent. Et comme il est question de partage et de convivialité, je tiens à remercier chaleureusement Moustapha Tarfa et son équipe pour son accueil et sa disponibilité. Il était important pour moi de pouvoir faire cette cérémonie de vœux dans cette MJC qui a été la mienne pendant des années, parce que j'ai fait des années de danse africaine ici, figurez-vous. Donc c'est vraiment un lieu que j'ai longtemps fréquenté et que j'affectionne tout particulièrement. C'est un lieu de culture, de partage des savoirs, un lieu de lien social, d'une grande simplicité, d'une grande ouverture, d'une grande générosité. Et ça me faisait vraiment très plaisir d'être ici, sur cette MJC, implantée sur un territoire multiculturel et riche de ses diversités. Merci à mon équipe. Je me permets un temps d'arrêt, vraiment, pour que chacun entende ça. Merci à elle. Merci vraiment à vous toutes pour votre engagement quotidien, sans réserve aucune. On a porté cette année de nombreux projets, des projets qui étaient ambitieux, des projets qu'on a voulu toujours plus nombreux. Et vous n'avez jamais baissé les bras pour effectivement les conduire jusqu'à leur terme avec, je crois, je me permets de le dire, beaucoup de réussite et je tiens particulièrement à vous remercier. C'est un vrai plaisir de travailler avec vous au quotidien. Et donc, merci à vous et vive 2020 avec vous.
Merci encore à Philippe Guimard en suppléant, qui me supporte malgré toutes ces réformes, parfois pas faciles à assumer, notamment dans le monde judiciaire. Donc merci beaucoup. Merci. On va quand même essayer de ne pas lâcher le sujet. On va essayer de travailler à l'application des lois maintenant pour qu'elles soient acceptables pour chacun et évidemment qu'elles soient respectueuses des intérêts de tous. C'est ça aussi la démocratie qu'on souhaite, c'est que évidemment elle doit être ambitieuse, évidemment on conduit des transformations qui sont majeures, mais elles doivent se faire dans le respect de chacun, de ce qu'il a construit, de ce qui est son ADN, de ce qu'il a évidemment comme attente lui aussi en termes de projet pour son environnement professionnel. Et donc je t'assure Philippe, tu n'es pas seul, je serai avec toi. Je te remercie beaucoup vraiment pour ta constance à mes côtés, pour l'ensemble des sujets qu'on partage et aussi bien humainement que concrètement par les compétences que tu peux apporter dans notre binôme. Merci beaucoup, je te passe la parole. Bonne année à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne jette pas ma robe, je ne viens pas. Je vous présente également mes vœux les plus chaleureux pour l'année 2020 qui marque le début d'une nouvelle décennie. Et quelqu'un que vous avez peut-être entendu ou écouté le 31 décembre dernier nous invite d'ailleurs à inventer cette nouvelle décennie, à définir nous-mêmes l'avenir que nous souhaitons. Alors, je vous souhaite à tous beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Je le souhaite aussi à l'équipe parlementaire que nous formons, l'équipe parlementaire que je salue et avec laquelle c'est effectivement un grand plaisir de travailler. Le projet politique que nous défendons, dont nous souhaitons la mise en œuvre, est un projet à la fois d'émancipation et d'équilibre. Émancipation parce qu'il favorise l'initiative, la liberté d'entreprendre, et équilibre car il renforce, et Carole l'a rappelé, la protection de ceux qui en ont besoin. C'est l'objet de la réforme actuellement discutée, et nous entendons, nous comprenons les interrogations, les inquiétudes qu'elle suscite. Il faut y répondre, cependant dans un monde qui bouge si vite, l'immobilisme serait, nous le croyons, très préjudiciable. C'est pourquoi notre volonté de participer à la transformation de notre pays est intacte, et je veux simplement souligner que des actions concrètes ont été menées en 2019, et je pense notamment à la lutte contre les violences faites aux femmes. 30 mesures fortes ont été mises en place, comprenant notamment l'éducation à la non-violence ou à la création d'une ligne spécifique permettant la révélation des violences et la libération de la parole. C'est aussi l'objectif de généraliser les filières d'urgence au sein des tribunaux, donnant lieu au rapprochement du juge pénal et du juge civil, adapté aux réalités territoriales, et de développer des lieux de prise en charge globale des victimes, leur permettant de réaliser des actes médicaux et juridiques. En 2020, je crois que je ne me trompe pas, mais plus d'1 milliard d'euros seront consacrés à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense aussi, bien sûr, pour 2019 au rapport sur la fraude sociale, Carole vient d'en parler. Je sais le travail immense accompli avec pour objectif, et je souhaiterais le rappeler, non pas de stigmatiser les bénéficiaires des aides, mais bien au contraire, de renforcer l'efficacité des dispositifs. Par ailleurs et enfin, je voudrais simplement souligner qu'entre mi-2017 et mi-2019, les entreprises ont créé 511 000 emplois, et cela a permis de faire reculer le chômage de 300 000 personnes. J'ai donc, vous le constatez, choisi l'originalité en évoquant pour changer ce qui va bien, ce qui va mieux et ce qui progresse. Il reste beaucoup à faire, et à ce titre, bien que suppléant, je vais te faire la blague chaque année, je te souhaite, chère Carole, une fois encore, une très bonne santé malgré tout. En te précisant, chère Carole, que nous sommes évidemment fiers de soutenir, de participer à ton action qui, jour après jour, honore et concrétise notre engagement. Pour finir, je voudrais simplement ajouter, là où se trouve une volonté, il existe un chemin, écrit Camus. Alors que 2020 nous ouvre à tous un beau chemin, et peut-être un chemin d'apaisement et d'unité, en tout cas c'est mon vœu. Merci de votre présence, et encore une fois, bonne et heureuse année à tous.
jazz New Orleans et de swing. Ce sont des artistes lorrains qui se produisent aussi dans d'autres régions françaises. On va écouter Pierre Rebout, qui est tromboniste, qui est professeur à l'école de musique actuelle de Nancy. École que j'ai également fréquentée, parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais avec pas toujours beaucoup de talent. Là, en l'occurrence, c'était vraiment un peu de talent. Le chant, c'était pas pour moi, mais en tout cas, cette école est formidable, donc je suis ravie que Pierre Rebout soit présent. Vincent Houplon, qui est pianiste et professeur à l'école de musique de Villers-Nancy et à la MJC Lillebonne. Merci à eux d'avoir accepté d'animer notre soirée. Et merci à vous pour votre présence à cette soirée, parce que je crois vraiment, ensemble, on est plus fort, on est plus unis, on contribue chacun au projet de société qui est le nôtre. Donc merci d'être là pour fêter la nouvelle année avec nous. Merci.